C'est ici, sur la base aérienne d'Évreux-Fauville, au cœur de notre défense aérienne, sur ces pistes, dans ces hangars, synonymes pour toutes nos armées du transport aérien, que j'ai souhaité venir vous parler. Vous êtes chacun une facette de nos armées. Vos métiers sont différents, vos actions parfois peu connues, mais vous êtes tous les combattants de la France, militaires ou civils, soldats, ingénieurs ou ouvriers. Chacun de vos gestes compte. Venir à votre rencontre, vous parler directement, c'est une respiration pour moi. C'est un moment privilégié qui me permet de vous connaître et de vous parler sans intermédiaire, sans déformation. Venir ici, à Évreux, c'est aussi venir aux confins de nos armées, de nos savoirs, de nos technologies. Nous sommes sur une base aérienne, mais qui oserait cantonner le milieu aéronautique à l'armée de l'air? Les chefs militaires de nos trois armées sont présents à mes côtés. Et pensez-vous que cela soit anodin? Évidemment non. Votre travail, votre engagement se fait au service de toutes nos armées. Il se fait au service également de nos avions, de nos hélicoptères, de nos drones maintenant, sans regarder leurs armes ou leur théâtre d'opération. Toutes nos armées doivent savoir dompter les airs et c'est grâce à vous qu'elles y parviennent. Venir à Évreux, c'est donc venir aussi vous exprimer la reconnaissance de toutes nos forces et de toutes nos armées. Souffrir de la main de l'ennemi, cela peut être le sort de la guerre. Souffrir des avaries de sa propre technique, ce n'est le sort de rien. C'est inadmissible. Votre mission est donc centrale, précise, minutieuse. Et c'est grâce à votre vigilance, à votre savoir-faire, que demain, comme chaque jour, en toute sérénité, des pilotes voleront, des parachutistes embarqueront et nos armes vaincront. Le maintien en conditions opérationnelles, c'est notre capacité à agir. Le MCO, c'est l'assurance que l'effort financier, humain, technique considérable auquel nous consentons tous est bien employé. Le MCO, c'est notre souveraineté. Venir sur la base aérienne 105, c'est venir près de nos transals. C'est aussi venir au plus près de ce qui montre l'impérieuse urgence de réformer notre MCO aéronautique. Les transals sont des aéronefs anciens peut-être, mais très performants. Ils sont le fruit d'une collaboration fructueuse entre la France et l'Allemagne et sont plus que jamais nécessaires pour accomplir nos contrats opérationnels. Au Sahel, par exemple, ils sont très employés et très nécessaires. Pourtant, en 2017, seuls 30% d'entre eux sont disponibles. Voilà la difficulté actuelle de notre soutien. Des savoir-faire immenses, des femmes et des hommes de qualité et engagés, des techniques perfectionnées, des besoins considérables, des moyens conséquents et au final, 30% de disponibilité. Cette situation n'est pas tenable. Et j'en ai donc fait une priorité personnelle. Avec l'appui du Premier ministre, et pour ne pas vous mentir, une attention toute particulière du Président de la République lui-même, j'ai décidé de m'emparer du MCO aéronautique et de tout faire pour tenter de le guérir. Je m'engage personnellement, mais c'est collectivement que nous sommes attendus. Combien de propositions, d'articles, de passes d'armes, combien de mètres de papier
et d'heures de palabres ont été consacrées au MCO. Chacun, industriel, corps de contrôle, parlementaire, est allé de son constat, de sa critique, de son commentaire. Le MCO aéronautique suscite l'intérêt, c'est certain. Il suscite la créativité aussi, puisque depuis 2011, plus de 300 recommandations de haut niveau ont été faites. Mais il était temps que le MCO aéronautique suscite l'action. Et ce temps est arrivé. En me penchant sur le MCO aéronautique, une première chose m'a frappée. Il est un point sur lequel je n'ai nul besoin de rapport pour me forger une opinion. C'est l'immense qualité des personnels qui, au quotidien, au sein du ministère des Armées et chez nos industriels, entretiennent nos aéronefs. J'ai pu encore le constater ce matin à votre contact sur les plots de maintenance de nos Transal C-160 et de nos CASA. Votre tâche est noble et vous l'accomplissez bien, avec talent, rigueur, devoir. Et j'ai la conviction que les résultats contrastés de la disponibilité de nos flottes ne vous sont en rien imputables. La responsabilité, je vous le dis, elle nous appartient à nous, les décideurs, les responsables, qui avons mis en place un système qui bride la performance et vous empêche de récolter les félicitations que vous méritez. J'y reviendrai. Il me fallait donc un état des lieux complet, objectif et intransigeant de la situation. J'ai décidé de lancer en septembre dernier une mission d'audit stratégique sur le MCO aéronautique. Je l'ai confiée à Christian Chabert, expert incontestable et reconnu dans le monde de l'aéronautique, expert aujourd'hui extérieur au ministère. Je tiens à le remercier pour le travail remarquable qu'il a mené. Je dois dire que je suis honorée de diriger un ministère qui est capable de produire de tels professionnels qui, même après avoir posé la casquette, continuent de se distinguer par un sens aigu de l'État et de l'intérêt général. Et c'est aujourd'hui, sur les fondements de conclusions indépendantes proposées par Christian Chabert, après plus de 80 auditions des principaux acteurs du MCO, que je viens vous annoncer les décisions que j'ai prises. Mais avant d'en venir à ces conclusions, j'aimerais partager avec vous un constat clair, déplaisant certes, mais inévitable. Malgré les efforts certains de tous les acteurs, efforts que je reconnais et que je salue, la performance du maintien en conditions opérationnelles aéronautiques est insuffisante. En premier lieu, la disponibilité des flottes d'aéronefs demeure trop faible. Globalement, elle est inférieure à 50%, c'est-à-dire que moins d'un aéronef sur deux est en mesure d'effectuer la mission pour laquelle il a été conçu et acheté, souvent cher. Elle stagne sans s'améliorer depuis plusieurs années. La disponibilité était de 44% en 2012, elle est encore de 44% aujourd'hui. Elle était, souvenons-nous-en, de 55% en 2000. Pourtant, les ressources qui sont consacrées à l'entretien et à la logistique aéronautique augmentent année après année. Nous sommes passés de 3,2 milliards d'euros en 2012 à plus de 4 milliards d'euros en 2017, soit une augmentation de 25% en 5 ans. Or, loin d'augmenter la disponibilité, cet accroissement des ressources n'aboutit dans certains cas qu'à une inflation du coût des heures de vol. C'est le cas pour des flottes récentes, comme les hélicoptères Caracal,
dont le coût de l'heure de vol est passé de près de 19 000 € en 2012 à 34 000 € en 2016, soit une augmentation de 81%, pour une activité stable et une disponibilité amputée d'un cinquième. C'est encore le cas pour les flottes plus anciennes, comme par exemple le C-130, puisque le coût d'une heure de vol est passé de près de 6 000 € en 2012 à 15 000 € en 2016, soit une augmentation de 150% pour un parc identique, et alors que sur la même période, l'activité et la disponibilité ont toutes les deux baissé de plus de 40%. Payer plus pour voler moins, ce n'est pas précisément une situation à laquelle je me résous. Pour certains aéronefs des trois milieux, la disponibilité est devenue critique. C'est par exemple le cas des hélicoptères des trois armées, des avions de patrouille maritime, des avions de transport. Dans ces cas, moins d'un appareil sur 4 est capable de voler. Lequel d'entre nous, pour son usage personnel, accepterait de devoir acquérir 4 voitures pour avoir la certitude de disposer et de pouvoir en conduire une seule? Tout cela en payant de plus en plus cher son garagiste. Pourquoi se satisfaire pour l'État d'une situation que chacun jugerait choquante si elle lui était personnelle? Est-il acceptable de réaliser plus de 3,5 milliards environ d'acquisitions neuves dans le domaine aéronautique pour n'en obtenir qu'une aussi faible disponibilité? Cette situation, je l'ai dit, n'est donc plus tolérable. Elle nous préoccupe tous d'autant plus que les engagements de la France sur les théâtres d'opérations extérieures sont importants, tant en nombre qu'en intensité. Même si la disponibilité des aéronefs est assurée à un bon niveau, moins d'aéronefs en ligne, c'est une mission opérationnelle qui doit être abandonnée, c'est un équipage qui ne s'entraîne pas, ce sont des pilotes qui perdent leur qualification. Dans un environnement contraint, augmenter notre disponibilité est la seule voie possible pour améliorer nos capacités opérationnelles. Et ceci bien davantage que de se lancer dans une illusoire et onéreuse augmentation de parc. Ensuite, cette faible disponibilité crée une situation insoutenable dans la durée pour les armées. Elle les empêche de réaliser l'entraînement et la formation nécessaires, de régénérer le potentiel des machines. Elle sursollicite les équipages et les mécaniciens. Au regard de votre remarquable engagement actuel sur tous les théâtres d'opération, il me paraît essentiel de prendre des mesures qui permettent d'inscrire votre action dans la durée. On ne peut pas se féliciter d'avoir une des plus belles armes aériennes du monde, une des plus efficaces, une des plus crédibles opérationnellement, si décisive dans les batailles que nous livrons. C'est un constat qui est d'ailleurs partagé au-delà de notre hexagone et que j'ai pu mesurer lors de mes déplacements, et ne pas faire tout ce qu'il faut pour maintenir son rang. Pour maintenir son rang, il faudra, j'en suis tout à fait consciente, acquérir de nouvelles capacités. La protection des Français passe nécessairement par cet investissement. Et c'est la réflexion que nous accomplissons en ce moment même dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire. Son élaboration est un travail toujours en cours, mais je peux d'ores et déjà annoncer ou confirmer l'arrivée des MRTT à Istres, le renforcement des capacités de renseignement avec le REPER, qui jouera un rôle central, ou encore le développement des moyens ISR. Il faudra évidemment de nouveaux armements et des modes diversifiés d'emploi. Et c'est le choix que j'ai fait en décidant l'armement des drones de surveillance. Il faudra aussi se prémunir des menaces en développant les nouveaux standards
qui permettront de garantir notre liberté d'action dans les espaces aériens. À plus long terme, c'est le défi du futur système de combat aérien que nous devrons relever. Ce sont les enjeux de l'innovation et de la haute technologie. Vous connaissez mon attachement à ces nouvelles dynamiques. Les aviateurs y sont en première ligne. Mais pour maintenir son rang, il faut avant tout améliorer son activité, comme me le recommande souvent le général Lanata. Et le renforcement capacitaire, auquel nous aspirons tous, n'aura de sens que si nous savons collectivement répondre de façon stable et durable aux défis du maintien en condition opérationnelle de nos capacités. Comme j'ai déjà dit, il est vrai qu'aujourd'hui, en opération extérieure, le taux de disponibilité est très bon. Cela tient pour une large part à l'implication exceptionnelle de nos personnels qui y sont déployés et auxquels je souhaite rendre hommage en même temps que de les remercier. Cela tient aussi au travail des acteurs des structures de MCO qui ont, dans le contexte de forte tension d'engagement opérationnel que nous connaissons, pris les mesures immédiates pour faire monter la disponibilité moyenne des flottes engagées. Car ce qu'ils font est remarquable dans un contexte tout à fait difficile, comme il peut l'être à Gao, au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, sur notre base aérienne avancée projetée H5, au profit de l'opération Chamal, ou à bord de nos bâtiments de guerre loin de métropole. Nous demandons beaucoup à nos personnels, c'est-à-dire à vous tous, sans toujours mettre à votre disposition un cadre et une organisation adaptée. Mais je n'oublie pas que cette très bonne disponibilité opérationnelle en opération a un prix, celui d'une indisponibilité trop élevée au quotidien sur nos bases métropolitaines qui vous empêche de reprendre votre souffle et de récupérer vos forces. Nous sommes en quelque sorte dans la situation du coureur de fond, incapable de s'alimenter au point de ravitaillement. Nous ne pouvons pas nous permettre de brûler notre capital de façon irrémédiable. Ce risque de surchauffe, maintenant identifié, il nous faut le maîtriser, c'est mon objectif. Enfin, à l'heure où nous bâtissons la LPM, qui décidera du format des armées ainsi que de leur niveau d'activité, il faut regagner des marges de manœuvre en améliorant singulièrement la disponibilité de nos appareils. Je connais votre engagement pour rendre disponibles les aéronefs dont vous êtes en charge. Et vous avez la chance d'avoir un métier qui permet de satisfaire votre passion aéronautique. Et vous vous battez tous les jours pour que nos avions, nos hélicoptères, nos drones puissent voler et partir en mission. Nous vous devons, en retour, un système simplifié, unifié, lisible, dans ses responsabilités et sa gouvernance. Le système dans lequel vous évoluez aujourd'hui est trop complexe, trop segmenté, il implique trop d'acteurs, leurs responsabilités sont trop diluées, trop redondantes. Certes, le MCO aéronautique est une fonction complexe. Certes, les difficultés du Caracal ne sont pas celles de la 400M, ni de l'Atlantique 2. Et chaque flotte d'aéronefs a ses particularités. Certes, nous avons sans doute prolongé, au-delà du raisonnable, certaines flottes déjà anciennes. Cependant, cette évidence ne doit pas nous empêcher de considérer le problème dans sa globalité, car c'est toute notre organisation qui doit davantage vous aider dans la conquête quotidienne d'une meilleure disponibilité. Face à cette complexité, votre intelligence collective a été remarquable, mais elle ne peut pas faire de miracle. Je vous le dis, nous ne sommes pas encore à la hauteur, ni des enjeux, ni de votre engagement. La mission que Christian Chabert a conduite
a montré que cette situation n'est pas inéluctable. Elle peut au contraire, et elle doit donc être redressée. Et ce n'est pas qu'une question de moyens. Les moyens sont là, dans les domaines financiers, techniques et humains. Ces moyens ont augmenté, mais ils demeurent insuffisamment exploités par des façons de faire et une organisation interne en partie inadaptée qu'il faut donc réformer. Une organisation plus performante et plus opérationnelle doit permettre de davantage relayer les actions volontaires de ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité de faire voler nos appareils. Certes, j'attends de vous des résultats, mais je demande aussi des industriels à la hauteur de votre engagement et des besoins que vous exprimez. Et mon exigence sera la même pour tous, car le MCO est comme une chaîne dont la résistance dépend de chaque maillon. La situation préoccupante que j'ai décrite appelle donc une réforme ambitieuse. Elle sera menée selon deux axes principaux qui sont pour moi stratégiques et complémentaires. Il s'agit des questions liées à la gouvernance et à la maîtrise d'ouvrage étatique d'une part, et à la coordination entre les armées et les industriels d'autre part. Alors j'ai dit ambitieuse. Nous devons nous fixer des objectifs qui ne sont pas la simple et prudente transcription de l'atteignable. Il nous faut savoir aller au-delà pour atteindre ce qui est vraiment nécessaire pour nos forces et les opérations qu'elles mènent. Et certaines de mes recommandations, et certaines de mes décisions, car ce ne sont pas des recommandations, vont au-delà des recommandations faites par Christian Chabert. Le premier point concerne la gouvernance du MCO aéronautique. L'objectif de cette gouvernance, c'est de décider d'une stratégie puis de la mettre en œuvre. Nous devons abandonner la démarche trop consensuelle qui est aujourd'hui la nôtre. Elle favorise trop souvent le statu quo et disperse les responsabilités. Elle nous empêche d'appréhender les difficultés et donc de les résoudre. Une démarche réellement exécutive doit être résolument mise en œuvre sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Celui-ci fixera, en lien avec les chefs d'état-major de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine, les objectifs de haut niveau tels que l'activité, la disponibilité, les budgets et les ressources humaines allouées. C'est, je crois, le meilleur moyen pour assurer la cohérence entre les objectifs des armées et les ressources qu'elles y consacrent, décider des harmonisations interarmées et enfin préparer les arbitrages de mon niveau lorsqu'ils sont nécessaires. Les chefs d'état-major de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine seront bien sûr au cœur de cette démarche stratégique, en tant que prescripteurs de l'activité de leur flotte, avec les crédits et les ressources humaines qui leur sont confiés. Pour établir une stratégie en matière de MCO, la mettre en œuvre et, in fine, rendre nos aéronefs disponibles, nous nous appuyons aujourd'hui sur une maîtrise d'ouvrage assurée par la CIMAD. La CIMAD réalise un travail difficile, complexe, et assume avec abnégation et valeur l'entretien de nos nombreuses flottes, dont certaines vieillissantes. Et je salue l'investissement du général Philippe Ross, directeur depuis 2016 de la CIMAD, mais aussi la valeur de ses personnels qui sont entièrement dévoués à leurs tâches. Je crois aujourd'hui que notre maîtrise d'ouvrage étatique conduit de trop nombreuses activités, ce qui l'amène à devoir prendre trop de décisions, de trop bas niveau, dans trop de domaines. Par exemple, pour les rechanges, les mouvements de matériel, la gestion des aléas mineurs. Trop souvent, elle agit en coupure sur des processus qu'elle ne pilote pas et forcément sans réelle plus-value.
Elle doit donc être recentrée sur un nombre plus restreint d'activités, mais à plus forte valeur ajoutée. Les interfaces inutiles doivent être supprimées. Le rôle de notre maîtrise d'ouvrage étatique est de rendre les aéronefs disponibles. Je souhaite donc qu'elles soient désormais entièrement tournées vers l'obtention de la performance attendue. Cela suppose qu'elles se concentrent sur l'élaboration de la stratégie du MCO aéronautique et notamment sa stratégie contractuelle et sur le pilotage de haut niveau des contrats de maintenance. J'ai donc décidé de transformer la CIMAD en une direction de la maintenance aéronautique. Cette direction, effective au 1er mars 2018, sera placée sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées et elle sera responsable de la performance du MCO aéronautique. Dans ce cadre, la stratégie élaborée par la direction de la maintenance aéronautique sera validée par le chef d'état-major des armées. La DGA, chargée de veiller au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense, continuera à contribuer à l'élaboration de cette stratégie de soutien. Elle la déclinera en particulier au moment de l'acquisition d'un nouveau matériel, à travers un contrat qui inclura le soutien dans les premières années d'utilisation. La conception de nos équipements neufs devra être systématiquement pensée en intégrant leur future maintenance, dont les coûts excèdent bien souvent le prix d'achat. C'est donc en coût global qu'il nous faut maintenant absolument raisonner avant d'engager l'achat de matériel neuf. Cette maîtrise d'ouvrage rénovée devra donc porter un effort particulier dans le domaine contractuel. La direction de la maintenance aéronautique généralisera le recours à des contrats de soutien longs et globaux confiés à un maître d'œuvre principal et spécifiques à chaque flotte. En particulier, cette direction de la maintenance aéronautique ne dissociera pas les fonctions logistiques des activités de réparation ou d'entretien. L'industriel doit donc être responsabilisé de bout en bout et la direction de la maintenance aéronautique devra se concentrer sur le pilotage de ces contrats rénovés. Il s'agit finalement d'éviter ce que nous connaissons aujourd'hui pour l'hélicoptère Tigre, dont le maintien en condition opérationnelle relève de plus de 30 contrats différents que la maîtrise d'ouvrage doit gérer directement. Ainsi, sur le Tigre, comme pour beaucoup d'autres flottes, de très nombreux organismes, étatiques ou privés, sont responsables de la disponibilité d'un aéronef. Chacun de ces organismes m'annonce n'être qu'une partie du problème et n'assume que d'être une partie, la plus petite possible, de la solution. Finalement, lorsque survient une indisponibilité, je ne trouve pas de responsable. Et sur le terrain, vous, les mécaniciens et les équipages, vous êtes démunis. C'est précisément ce que je veux maintenant éviter. Je continuerai également à porter un regard attentif aux PME et aux ETI. C'est pourquoi ces contrats globaux seront assortis d'un plan d'acquisition qui décrira la place faite à ces entreprises réactives et innovantes. Ces plans leur permettront de conserver toute leur place aux côtés des plus grands groupes, en lien avec les autres mesures portées par le ministère dans ce domaine, comme par exemple le lancement le 16 novembre dernier avec BPI France du fonds d'investissement d'Efinvest. Si le système de combat aérien de demain reste encore à inventer,
je n'ai pas de doute sur le fait que sa conception et son soutien recourront massivement à une industrie 4.0 reposant sur des technologies intelligentes. La numérisation, la robotisation, l'impression 3D, le big data, la fusion des données. Elles révolutionneront, j'en suis sûre, nos méthodes et permettront par exemple de développer la maintenance prédictive. La maintenance et la logistique vont donc être révolutionnées à très brève échéance, tout comme le métier de maintenancier. Les PME et les ETI, au cœur de la démarche d'innovation, doivent donc être à nos côtés et aux côtés des grands groupes pour nous maintenir à la pointe de l'innovation et de l'excellence. Pour rénover notre stratégie contractuelle, la direction de la maintenance aéronautique devra disposer de façon stable des compétences de haut niveau qui lui sont nécessaires, sans rester tributaire des aléas des plans annuels de mutation. Un plan de ressources humaines adapté sera donc consolidé avec la DGA et les armées. Et j'attends en particulier de la DGA, dont l'ADN est la maîtrise d'ouvrage de programmes complexes, qu'elle réalise des efforts particuliers en mettant à disposition de la direction de la maintenance aéronautique des personnels hautement qualifiés. Je souhaite le dire ici avec force. Le MCO est une tâche aussi noble que la conception d'aéronefs modernes ou que leur pilotage dans la 3e dimension. Pour préfigurer l'organisation et la stratégie de la nouvelle direction de la maintenance aéronautique, je nommerai très rapidement une équipe projet qui sera au travail dès le 1er janvier 2018. Cette équipe projet, qui me rendra compte directement, associera l'ensemble des parties prenantes, l'état-major des armées et la direction de la maintenance aéronautique, bien sûr, les 3 armées, le SIAE, avec le concours des services concernés, de la Direction générale de l'armement et du Secrétariat général pour l'administration. Quant au système d'information du MCO aéronautique, j'ai donné comme instruction à la DGA de poursuivre l'examen des options alternatives reposant sur des logiciels déjà développés et capables de satisfaire le besoin dans un coût et des délais acceptables. Le deuxième point a trait à la coordination entre les armées et les industriels. La base d'Évreux a pour parrain le commandant Jules Viaud, dont nous avons célébré au mois d'octobre les 70 ans de la disparition. Cet aviateur est mort pour la France dans le ciel de Cao Bang en 1947. Cet anniversaire nous rappelle, s'il en était besoin, que la finalité des forces est de conduire les opérations et que l'esprit de sacrifice qui est exigé par l'État militaire peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Tout part donc des opérations et la réforme du MCO devra s'attacher à préserver nos capacités opérationnelles et la sécurité de nos soldats, marins et aviateurs. Aujourd'hui, près de 16 000 personnes au sein des armées réalisent des opérations de maintenance sur nos avions et hélicoptères, qu'il s'agisse d'interventions techniques de niveau 1 ou 2. Ces activités permettent aux armées de disposer en leur sein de personnel qualifié et capable d'agir sur les terrains en opération et en toute autonomie. Elles sont donc nécessaires pour leur réactivité et leur capacité à durer. Pour chaque aéronef, l'ensemble des lots de travaux, étatiques ou privés, devra être regroupé pour en faire une suite ordonnée aboutissant à sa disponibilité. Il s'agit donc bien d'assurer la cohérence et l'optimisation d'ensemble des activités de MCO. En outre, le maître d'œuvre est évidemment le mieux placé pour accéder au bureau d'études et appliquer des solutions industrielles de gestion des aléas. Le fonctionnement en plateau, qui regroupe sur un même lieu les industriels et les forces,
permettra un meilleur partage des faits techniques et des solutions de réparation. J'entends par ailleurs que sur chaque base hébergeant des activités de MCE aéronautique, soit mis en place un guichet logistique pour optimiser les flux, en assurant notamment l'échange standard des pièces qui nécessitent réparation. J'ai visité l'été dernier le chantier du porte-avions Charles de Gaulle, qui est en arrêt technique majeur pour 18 mois. J'ai retenu que l'ensemble des parties prenantes aux réparations, les industriels, l'équipage ou les ateliers militaires du service logistique de la marine, étaient placés sous la maîtrise d'œuvre unique d'un industriel. Cette organisation permet de gérer les risques, de gérer la coactivité, de déterminer les chemins critiques, de favoriser le partage du retour d'expérience. Et il n'est parfois pas inutile de déporter son regard vers d'autres horizons pour y détecter de bonnes pratiques. Je soutiens également les initiatives qui vont être lancées dans le domaine de la navigabilité, domaine indispensable à la sécurité des vols, mais qui mérite certainement quelques simplifications et améliorations. L'entretien d'épaisses liasses documentaires, si indispensable soit-il pour assurer la sûreté de nos matériels et la sécurité de nos équipages, ne doit pas verser dans une inflation contre-productive qui mêlerait le nécessaire et le superflu au détriment de notre agilité. Je souhaite maintenant vous présenter mes réflexions sur le SIAE, le service industriel de l'aéronautique. Je crois profondément en l'utilité de disposer au service de l'État d'un outil industriel apte à concevoir et effectuer des solutions de réparation innovantes et de haut niveau. D'abord, cet organisme contribue à améliorer la compétence technique des militaires dans les armées, en particulier dans la Marine nationale. Mais je crois que la Marine se félicite de voir ses personnels formés par des personnels aussi compétents. Ensuite, disposer d'un organisme industriel public permet d'envoyer ces personnels procéder à des réparations sur le terrain. Par ailleurs, pour les flottes les plus anciennes, lorsque l'intérêt économique qu'elles suscitent chez les industriels s'étiole, l'État peut s'appuyer sur un établissement capable de les entretenir dans la durée en repoussant les frontières de l'obsolescence. Enfin, posséder dans le secteur public un industriel tel que le SIAE permet de remettre en question, dans certains domaines choisis, les entreprises privées qui seraient, à défaut, placées dans une situation de monopole confortable. J'ai beaucoup de considérations pour le SIAE, dont je souhaite souligner ici la valeur. Et j'apprécie la grande qualité du travail qui est fourni par ses personnels. Même si l'activité de ce service est directement reliée à une responsabilité régalienne, certains considèrent néanmoins qu'une administration n'a pas la capacité de conduire une activité industrielle aussi complexe et que des adaptations de sa forme juridique doivent être prévues. Sur ce point, je resterai prudente. Pour ma part, je considère que les objectifs qui doivent guider notre stratégie pour le SIAE sont d'abord la performance industrielle et économique. Bien sûr, ces enjeux sont intimement liés à la liberté d'action du SIAE dans des domaines tels que les achats, les partenariats, les ressources humaines. Et c'est à cette aune qu'il faut juger de l'opportunité et des modalités d'une éventuelle transformation du SIAE. Les questions juridiques doivent venir seulement après, s'il est démontré qu'elles apportent véritablement une plus-value pour le SIAE, sans rien remettre en cause des atouts qu'il nous procure déjà. L'opportunité
et les modalités d'une telle transformation doivent donc être étudiées avec soin. Et il reviendra à l'équipe projet de me rendre un avis d'ici l'été 2018. Le SIAE conservera en toute hypothèse son statut public. Pendant cette période, nous entretiendrons un dialogue très régulier avec les représentants du personnel que je souhaite rassurer, car dans tous les cas de figure, le statut des personnels serait évidemment conservé. En outre, je serai particulièrement attentive à ce que le SIAE continue à être fortement impliqué dans le MCO des programmes militaires modernes, souvent en partenariat avec d'autres maîtres d'œuvre, et que son carnet de commandes soit assuré sur le long terme. En définitive, sur ces thèmes de la gouvernance et de la maîtrise d'ouvrage étatique, des travaux des forces et du SIAE, ce que je veux faire, c'est supprimer les interfaces inutiles, aligner les travaux dans une logique de performance, accorder des responsabilités globales de bout en bout et sans dilution. C'est donc un vaste plan d'ensemble de modernisation du MCO aéronautique qui va être mis en place. Je le suivrai personnellement. Ces détails me seront proposés par l'équipe projet qui coordonnera, en lien avec mon cabinet, les différents aspects de cette réforme et provoquera les arbitrages de mon niveau. Nos partenaires industriels sont nombreux ici aujourd'hui, car je tenais à les associer à cette réforme. Et je tenais à ce qu'ils soient présents pour cette étape fondatrice. Être plus exigeants avec nous-mêmes nous permettra de nous montrer plus exigeants avec eux. Des responsabilités clarifiées au sein du ministère des Armées, avec une organisation alignée sur les objectifs de performance, n'offriront plus la possibilité, en cas de retard ou de difficulté, de s'abriter derrière des clauses contractuelles trop protectrices. Nos partenaires industriels, même s'ils ont pu vous décevoir dans les domaines de la maintenance ou de la logistique, sont de grands industriels. Ils l'ont démontré par la conception et la construction d'aéronefs extraordinaires. Cependant, nous achetons pour voler, pas pour stocker, ni dans des hangars, ni sur des parkings. Il me semble paradoxal de devoir préciser ce qui paraît pourtant évident. Il faut que ça vole, comme on dit dans les escadrons. Pour cela, nous avons besoin d'industriels qui se sentent concernés par la disponibilité des aéronefs qu'ils construisent et avec lesquels nous puissions discuter des difficultés qui surviennent avec confiance dans la reconnaissance de la complémentarité de nos compétences. Je ne crois pas que cela soit trop demandé. Je suis certaine que vous, les industriels, avez compris que le combat proven s'entend dorénavant maintien en conditions opérationnelles inclus et que votre crédibilité réside aussi dans notre capacité à utiliser les matériels que nous avons acquis auprès de vous. Enfin, en conduisant cette réforme, nous serons à même de démontrer à nos interlocuteurs qu'un euro budgété est un euro pleinement et utilement consacré au MCO aéronautique. Nous n'en serons que plus forts lorsque nous présenterons nos besoins en vue de la prochaine loi de programmation militaire. La conquête d'une meilleure disponibilité aujourd'hui garantira nos succès opérationnels de demain et la construction, après-demain, d'un outil de défense cohérent et efficace dans la durée.
Je nous souhaite donc la réussite la plus complète dans cette réforme, aussi ambitieuse que nécessaire. J'ai beaucoup d'attentes, car je suis persuadée que cette réforme peut améliorer dans la durée nos capacités opérationnelles, ainsi que votre activité et votre environnement au quotidien. Vous l'avez compris, cette réforme dégagera des ressources nouvelles qui, dans un environnement contraint, permettront d'améliorer sensiblement la disponibilité des aéronefs et donc, par conséquent, de poursuivre durablement les opérations actuelles et d'intervenir partout où l'intérêt et la valeur de la France l'exigeront. Agir ou subir, telle est la question. Je crois qu'il est temps de prendre notre avenir en main. Alors au ministère des Armées, et en particulier pour le MCO aéronautique, agissons collectivement, sans conservatisme, sans peur des obstacles et avec détermination. J'ai confiance en vous et suis certaine qu'ensemble, nous réussirons. Vive la République, vive la France.